Deschamps. Bienvenue. Merci beaucoup. Heureuse de vous accueillir. Installez-vous, je vous en prie. Vous allez bien? Bonjour à toutes et à tous, oui, très bien. Deschamps, il y a un rapport avec... Non, j'aimerais, mais... Pourquoi? Pour avoir des places? Ouais, bah, par exemple, ouais. Non, vous avez des places, vous allez où vous voulez. L'espresso, hop, on rentre au stade, il y a des loges à Roland-Garros. J'aimerais bien, mais non, c'est pas toujours comme ça. C'est sûr. Racontez-nous, en quelques mots, comment on devient le DG de Nespresso France? Moi, je suis rentré en stage chez Nespresso. Voilà, je cherchais un stage à la fin de mes études, et puis il y avait une annonce, donc j'ai répondu. Et donc je me suis dit, ah, c'est du café et tout, je vais aller voir. Donc je suis allé dans l'hypermarché à côté de là où j'habitais quand j'étais étudiant à Bordeaux. Et en fait, je ne trouvais pas les produits. Donc du coup, j'étais embarrassé parce que pour préparer l'entretien, donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on ne pouvait pas chercher. Donc je suis à l'entretien sans avoir aucune idée de ce que c'était. C'était une start-up, hein, donc on était une vingtaine de personnes, on avait démarré. Et voilà, donc, et puis après, petit à petit, j'ai gravi les échelons. Le gros avantage quand on rentre dans des startups qui grandissent, en fait, c'est que quand il y a des postes qui s'ouvrent, en fait, on est très peu à postuler. Donc du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. Donc humilité, modestie. Je commence à dresser un peu le portrait robot. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. La symétrie des attentions, de quoi va-t-on parler? La symétrie des attentions, bon, déjà, ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Hein. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était Thierry Spencer à l'Académie du Service. Je ne sais pas si certains travaillent avec lui, c'est lui qui m'avait parlé de ça. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était ce que je faisais, quoi. Donc maintenant, donc, je suis plus à l'aise sur le thème. Mais ce que j'aime bien dans la symétrie des attentions, c'est que ça parle à la fois de business, donc de stratégie, et puis ça parle à la fois de management. Et c'est passionnant, quoi, de relier les deux, quoi. Alors du coup, je vous raconte un petit peu comment je suis venu là-dedans avec Nespresso. En fait, il y a à peu près 10 ans, je venais de revenir en France, je discutais avec les collaborateurs de Nespresso France, et on avait un super succès, ça marchait hyper bien. Pour certains qui s'en rappellent, des queues devant les boutiques et tout, donc vraiment un succès. Et puis je discutais avec les collaborateurs en disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos défis? Puis ils n'en avaient pas vraiment, en fait. Ils disaient non, pas spécialement de défis. Et je dis, bon, à quoi vous servez, en fait? Quelle est votre valeur, quoi? Et ils m'ont dit, non, nous, rien du tout, quoi. En fait, le produit marche tout seul. On a une super égérie, donc Georges Clooney. En fait, ça marche, quoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'ils étaient un peu désenchantés. Et puis, ils avaient l'impression d'avoir été dépossédés quelque part du succès. Et j'avais le sentiment ils avaient le sentiment qu'ils ne servaient pas à grand-chose et que finalement, que ce soit eux ou un autre, le succès aurait été le même. Alors je me suis dit, c'est quand même embêtant, quoi, parce que pour motiver ces équipes, s'ils n'ont pas l'impression qu'ils servent à quelque chose... Donc on a commencé à travailler sur ça, et puis on a fait des groupes de travail, on a commencé à réfléchir, et en disant, quelle est notre valeur ajoutée, à quoi on sert? Et en fait, en France, on ne produit pas de café, hein, le café, il ne pousse pas en France. On n'a pas non plus de centre de R&D. Donc finalement, on s'est rendu compte que notre valeur ajoutée, c'était le service et la relation client, et que c'était vraiment à ça qu'on servait. Donc si on était extrêmement performant en matière de service et de relation client, alors du coup, on allait pouvoir impacter l'entreprise, et on allait pouvoir être fier de quelque chose. Et on a démarré comme ça, et on s'est dit, et si... du coup, puisqu'on peut servir qu'à la création de valeur sur la partie distribution, on s'est dit, et si on devenait vraiment hyper fort là-dedans, est-ce que ça rapporterait à l'entreprise? Est-ce que nous, individuellement, on allait aussi en bénéficier et puis valoir un peu plus cher sur le marché? Donc c'est le défi qu'on s'est lancé. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait changé d'univers concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était plus dans le monde du café, puisqu'on était devenu presque une société de services et de relations clients, et que nos concurrents, c'était Air France, Decathlon, Hermès, enfin des gens qui étaient dans le service et l'expérience client, et tout d'un coup, on s'est déporté du café vers le marché de l'expérience client. Donc c'est le défi qu'on s'est lancé à ce moment-là. Alors qu'est-ce que vous entendez par l'expérience client? Alors l'expérience client, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour du produit, hein, c'est-à-dire vraiment la partie relationnelle, la partie vraiment la trace, on va dire, ouais, c'est ça, relationnelle, émotionnelle qu'on peut ressentir quand on est au contact des équipes Nespresso. Alors, on s'est beaucoup inspiré du monde du luxe pour ça. On s'est fait aider par des gens qui formaient voilà, les marques de luxe, les palaces, l'hôtellerie de haut de gamme, parce qu'eux, en fait, ils ont toujours été là-dedans, hein, dans cette relation client hyper haut de gamme. Donc, on a travaillé avec eux, et puis, du coup, j'ai fait un petit schéma donc, que je vous ai amené. Je ne sais pas si on peut le montrer. Si, voilà.
Parce qu'en fait, il m'a beaucoup servi, je l'ai passé aux équipes, et puis il me sert encore, en fait. Donc ça part du bas, on s'est dit, finalement, toute l'entreprise, on va être là pour l'expérience client Nespresso, et quel que soit l'endroit où on est dans l'entreprise, on va tous servir cette cause-là. Et donc avec cette notion de service et de relation client qui doit être extrêmement forte. Et puis pour revenir à mon histoire de valeur ajoutée, on a dit, à chaque fois qu'on va faire quelque chose dans l'entreprise, moi, mes collaborateurs, chaque fois qu'il y a un projet, on va se poser la question de la valeur ajoutée, c'est-à-dire vraiment à quoi ça sert, est-ce qu'on crée de la valeur avec ça. C'est important de se poser cette question-là quand même, parce que souvent, on voit qu'il y a des gens qui travaillent sur des projets, et après, quand on leur dit, mais en fait, ça va toucher combien de personnes, on dit, ah, non, pas beaucoup. C'est un super service, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le prendre. On dit, bah alors, pourquoi on fait ça ? En ce moment, c'est à la mode de parler de Facebook, et quand j'avais visité Facebook dans la Silicon Valley, j'ai discuté avec les équipes, et ils m'ont dit, nous, quand on travaille sur des applis, on veut que ça puisse toucher au moins 1 milliard de personnes. Alors, je suis rentré de là, j'ai dit, bon là, on change. Là, quand on développe un nouveau service, c'est pour toucher combien de personnes, quoi. Donc, pour quelle création de valeur. Donc ça vaut quand même toujours le coup de se poser cette question-là. Et après, dans cette création de valeur, on s'est dit, il y a deux parties. Il y a vraiment la création de valeur ajoutée fonctionnelle et émotionnelle. Et les deux doivent nécessairement aller ensemble. Alors, un exemple que je peux prendre, qui est tout simple, qui vient du monde de l'hôtellerie, toujours, c'était, puisqu'on avait travaillé comme ça, c'était la facture. Hein, donc, quand vous payez, en fait, on vous donne une facture, en général, une feuille A4 qui sort de l'imprimante, et on ne vous l'attend pas comme ça. C'est-à-dire, on la plie, on la met dans une enveloppe, et on vous la remet potentiellement à demain. Donc, quelque part, le geste qu'on va faire, en fait, il transmet une certaine attention, une certaine forme de service, de reconnaissance, de relation, à travers ce geste. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut appliquer ça dans tout ce qu'on fait? Donc partout, on a regardé, dans les mots qu'on utilise, dans les boutiques, mais toutes les équipes commerciales, enfin partout, on a essayé de se dire comment à chaque fois on peut être dans cette création de valeur ajoutée fonctionnelle et émotionnelle. Je pense que c'est d'autant plus important maintenant, on en a parlé tout au long de la journée, mais avec le numérique, en fait, les gens, quand ils arrivent dans un magasin ou quand ils sont face à un commercial, en fait, ils sont déjà au courant de tout à peu près sur la partie fonctionnelle, hein, ils ont vraiment étudié ça. Donc si finalement, nous, on continue à travailler la partie fonctionnelle, on n'est pas au rendez-vous. Je suis allé dans une enseigne d'IFI il n'y a pas longtemps, parce que j'avais vu des enceintes sur Internet, et puis j'avais une question à poser, et c'était pas sur Internet. Et je vais voir le vendeur, et je lui dis, voilà, j'ai une question à vous poser, et il me dit, bon, je vais voir, et puis il se met derrière son ordinateur, et je me dis, bon, il va me trouver la réponse, et en fait, il était en train de regarder le site Internet. Mais bon, mais ça, je l'avais déjà fait, moi, on va d'arriver, quoi. Donc, et en fait, on voit bien que finalement, les informations, elles sont déjà disponibles pour le client. Donc si on ne travaille pas sur la création de valeur émotionnelle et relationnelle, alors on ne fonctionne pas bien. Et puis tout en haut, tout ça, on s'est dit, pour arriver à faire cette création de valeur ajoutée fonctionnelle et émocionnelle, il faut réunir 3 composantes. La première, c'est l'expertise. Il faut être expert, hein, c'est le minimum. Il faut être expert de son produit, de son entreprise, de son environnement. Et puis, une fois qu'on est expert, il faut être capable de transmettre cette expertise. Et pour ça, il faut être explicite. Et en fait, je parle beaucoup de ça dans l'entreprise, chez Nespresso, parce que souvent, on n'est pas explicite. On n'est pas explicite avec les clients, on n'est pas explicite dans nos briefs aux agences. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, j'espère que ça ne vous arrive pas. Si vous menez une réunion, les gens sortent et après ils se regardent et disent « mais t'as compris ce qu'il voulait dire ?» Donc, peut-être ça vous arrive. Enfin, moi, j'ai déjà vu en tous les cas. Et donc, il y a un énorme enjeu à être beaucoup plus explicite. Et puis après, une fois qu'on a cette expertise, qu'on l'oriente client, c'est-à-dire qu'on l'explicite, ensuite, il faut le faire avec une certaine esthétique. Et ça, c'est quelque chose qui est important chez Nespresso. Je ne sais pas si c'est important pour vous tous dans vos entreprises, mais quand même, l'esthétique, c'est quand même une preuve d'attention, quoi. Quand vous recevez des gens chez vous, vous essayez quand même de faire une belle table. Quand vous êtes dans un restaurant, même si c'est très bon, vous vous attendez quand même à ce qu'il y ait un cérémonial autour qui est quand même... Donc, cette partie esthétique, elle est très importante. Donc, on s'est dit que si on arrivait à conjuguer ces 3 choses-là, expertise, explicite et esthétique, on était capable de créer de la valeur ajoutée fonctionnelle et émotionnelle. Voilà, donc ça c'était le pari qu'on a fait avec l'ensemble de nos collaborateurs et on a essayé de les engager en fait dans ce domaine-là. Alors justement, comment est-ce qu'on peut être sûr que les collaborateurs s'engagent, qu'ils le fassent vraiment, qu'on soit dans la symétrie? Alors, exactement. Donc, comment on est en symétrie de ça avec nos collaborateurs? Alors déjà, on parle beaucoup d'engagement, et c'est ce qu'on veut tous, hein. On veut engager avec nos clients, on veut engager nos collaborateurs. Alors du coup, j'avais regardé la définition de l'engagement, et de mémoire, l'engagement, c'est un processus, hein, donc c'est pas une résultante, hein, c'est bien un processus. C'est le processus par lequel passe une personne qui, prenant conscience de son existence dans le monde, décide de sortir de l'immobilisme, hein, pour mettre ses pensées, ses actions et sa personne au service d'un projet ou d'une cause. Voilà, donc j'avais vu ça, je me dis ça c'est intéressant, donc il faut qu'ils sortent de l'immobilisme, il leur faut un projet et une cause, et il faut qu'on les mette en mouvement.
Donc à partir de là, on a fait plusieurs choses en plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'on a beaucoup parlé au départ, on a partagé nos convictions justement autour du service client en disant est-ce que vraiment ça peut créer de la valeur pour l'entreprise? Est-ce que vraiment ça peut créer de la valeur pour nous individuellement et collectivement? Est-ce que si on devient hors norme en matière de relations clients, les plus belles entreprises viendront chasser nos collaborateurs? Donc est-ce qu'on vaudra plus cher? Donc on a beaucoup parlé de ça. Ensuite, on s'est dit, bon, si on est d'accord, alors construisons un projet. Donc on a construit un projet autour de ce service, cette relation client. Et puis ensuite, on s'est dit, à partir du moment où on a ce projet, on va essayer de travailler sur la puissance collective de l'entreprise. Comment, en mettant de la cohérence, comment en travaillant sur une approche systémique, on va faire en sorte que tout le monde s'engage en fait, dans cette dimension-là. Donc cette puissance collective, elle est clé, notamment parce qu'on en a parlé aussi aujourd'hui, mais il y a beaucoup de silos dans l'entreprise. Et donc, il y a un moment où, si on veut être dans l'expérience client, il faut arriver à sortir des silos. Donc, la puissance collective, elle était clé. Et puis après, évidemment, une détermination à obtenir des résultats, parce que les résultats, c'est encourageant, et après, on peut rebondir dessus. Donc, on a utilisé ces 4 phases pour commencer à créer l'engagement des collaborateurs. Et ça s'est créé naturellement, cette puissance collective, ou il a fallu vraiment... Ben non, alors c'est pas naturel en fait, parce que justement il faut qu'on arrive à, encore une fois, engager les gens dans ce processus et puis après mettre de la cohérence dans tout ça, parce que les gens ils disent ok c'est bien, mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Et souvent c'est ça dans les projets d'entreprise. On annonce un projet, voilà, ou une cause, et puis après on dit d'accord, mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Donc là je vais vous montrer un deuxième schéma qui est pas de moi celui-là, mais que j'ai piqué à l'IMD quand j'avais fait une formation là-bas. Et qui est en fait un schéma qui m'aide beaucoup en fait, à me reposer la question sur mon modèle de ressources humaines et puis de savoir comment j'accompagne mes collaborateurs. Je vois vraiment mon rôle de dirigeant d'entreprise comme... mon rôle, c'est vraiment de mettre mes collaborateurs dans les meilleures conditions de performance. Donc, pour ceux qui ont joué au foot hier, c'est vraiment, je me vois un peu comme, voilà, je ne sais pas si c'est un entraîneur ou un directeur général d'un club. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'il y a les bonnes infrastructures? Est-ce que les gens savent à quelle heure ils doivent arriver? Est-ce qu'ils comprennent comment on va jouer, le projet de jeu, etc. Donc, vraiment, comment on peut faire pour que les gens soient dans les meilleures conditions de performance? Alors, du coup, il y a trois grands thèmes autour de ça. Donc, on remet la mission de service au cœur de tout ça et on va chercher de la cohérence dans tout ce qu'on fait. Alors, je me suis posé la question, d'ailleurs, l'état d'esprit. Donc, il faut se poser la question de l'état d'esprit. Et là, ça répond à la question du collaborateur, c'est « Est-ce que j'ai envie de faire cette mission de service que Arnaud Deschamps me propose ?» Alors, l'état d'esprit, il passe par 2 choses. Il passe par la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est très important. Donc, on va travailler sur ses valeurs, on va travailler sur les grands événements de l'entreprise, la manière dont on va vraiment... ça peut être les bureaux aussi, également. On en a parlé ce matin avec Olivier Saguez. Quels sont les signaux qu'on envoie de création de culture qui, petit à petit, sous une certaine cohérence, en fait, vont amener cet état d'esprit de service. Il faut qu'en fait, la mission de service devienne une culture d'entreprise. En fait, vraiment, c'est ça. La deuxième chose, c'est l'évaluation de la performance, c'est-à-dire quel est notre performance management system, comment on incentive, comment on motive en fait nos collaborateurs, et est-ce que c'est cohérent avec la mission de service? Voilà. Et ça, c'est très important parce que souvent, et vous devez le savoir, mais en fait, les objectifs des clients et du collaborateur sont pas toujours les mêmes. Et enfin, moi, j'avais eu je vais vous donner des exemples un peu stupides, mais on avait sorti une variété Casar, qui était une force 12 avec du Robusta. Et puis, j'étais au centre de relations clients, j'écoutais une personne qui parlait aux clients. Et puis, c'était une dame très âgée, en fait, qui nous racontait qu'elle venait de perdre son mari et qu'elle revenait de l'hôpital. Et elle avait des problèmes de cœur, donc elle buvait que du Déca. Mais la personne, elle était incentivée sur le taux de pénétration de la nouvelle variété qu'on avait sortie, qui était le Casar, force 12, etc. Et elle lâchait pas. Elle lâchait pas. Elle disait, mais quand même, vous devriez goûter. Alors la personne, au bout d'un moment, dit, mais vous pouvez pas m'envoyer des échantillons, parce que moi, j'ai pas de boutique à côté. Elle dit, non, on peut pas vous envoyer des échantillons. Mais écoutez, elle a fini en disant, si jamais vous passez près d'une boutique, vous me promettez d'aller goûter le Casar. Donc elle a fini par dire, mais bien sûr, je vous promets. Et là, on s'est dit, mais quand même, on a des objectifs en fait qui sont pas du tout dans le service client. On est à côté de la plaque. Donc, ce qui est hyper important, c'est de discuter avec les collaborateurs pour savoir s'ils ont le sentiment que le système de rémunération et d'initiative, il sert bien à la cause de l'entreprise, et s'ils sont pas dans des injonctions contradictoires. Parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, en fait, il faut pas croire qu'il n'y a pas des choses qui se passent, mais c'est eux qui décident en fait. C'est eux qui décident en fait pour nous ou pour le client, quoi. Et ça, c'est dommage. Donc après, la deuxième question, c'est la gouvernance. C'est est-ce que je suis autorisé? Et souvent, on dit ça aux gens. On dit oui, il faut prendre des initiatives, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être dans le service client. Mais en fait, quand un client a un problème face à nous, on ne peut pas le régler. Ou quand on mène une négociation, est-ce que vos commerciaux, quand ils sont sur le terrain et qu'ils sont dans une négociation importante, est-ce qu'ils ont toujours le mandat
pour pouvoir servir, ou alors est-ce qu'ils doivent systématiquement vous appeler pour négocier, pour faire chaque étape de la négociation? Donc la question vraiment se pose de est-ce que les gens sont autorisés à faire ce qu'on leur demande, quoi. Et ça aussi, c'est une discussion qu'il faut avoir avec eux. Et pour ça, on peut travailler sur la gouvernance, sur la structure, et puis également sur l'accès à l'information. L'accès à l'information, il est essentiel. Les clients, maintenant, sont informés de tout. Est-ce que, dans l'entreprise, nos collaborateurs ont accès à l'information? Donc ça, c'est vraiment une question critique. Et puis la dernière partie, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Ça touche à deux choses, c'est le recrutement et les promotions. Est-ce que je recrute des gens qui ont le sens du service? Est-ce que je promeus les gens qui ont le sens du service? Donc ça, c'est un signal très fort qu'on envoie dans l'entreprise. Et puis également en matière de formation et de développement, est-ce qu'on accompagne les collaborateurs dans ce domaine? Alors là, c'est la mission de service qui est au cœur. L'idée, c'est toujours d'être en discussion autour de ça, sans cesse en fait, en disant est-ce qu'on est bien dans la bonne direction, parce qu'on n'est jamais parfait, parce qu'il y a toujours des injonctions contradictoires, mais toujours remettre ça en fait au cœur et puis s'assurer que petit à petit, on fait des réglages sans arrêt en fait, pour être cohérent. Alors là, au cœur, c'est la mission de service client, donc on est bien dans cette symétrie des attentions entre, d'un côté, le service client, et de l'autre côté, quelle expérience pour les collaborateurs. Comment on passe de l'expérience client à l'expérience collaborateur, et comment on fait pour que les deux soient cohérentes et s'auto-entretiennent. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Vous pourriez mettre autre chose, vous pouvez mettre votre projet au cœur de cette pyramide, et finalement traiter de la même chose. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce dessin, parce qu'il aide en fait à se reposer un certain nombre de questions. Je voudrais vous avez des engagements RSE très forts, dans lesquels vous impliquez vos collaborateurs. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, absolument. Et finalement, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, en fait, on s'est dit notre ambition maintenant, c'est de devenir une référence en matière des services et de relations clients, parce qu'on était reconnu sur la partie produit, et on a fait ce chemin-là. Et maintenant, on se dit le développement durable, ça devient vraiment quelque chose de clé, quoi. Alors, nous, le développement durable, on le fait depuis longtemps, parce que en 2002 ou 2003, c'était en 2002, avec la croissance de l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte que on n'aurait pas assez de café dans les années qui viennent. Bon, le café, il est en danger globalement. Les gens qui produisent du café, ils vivent pas très bien globalement. Ils gagnent pas très bien leur vie. Ils n'ont pas tellement envie de transmettre leur ferme à leurs enfants. Le réchauffement climatique fait beaucoup de dégâts. Franchement, ce n'est pas un métier d'avenir. Donc nous, on s'est rendu compte en 2002-2003 que si on ne faisait pas quelque chose, si on n'allait pas au contact direct des fermiers pour les aider à mieux gérer leurs écosystèmes, à améliorer leurs revenus et à faire en sorte qu'ils aient envie de transmettre leur ferme à leurs enfants, alors on aurait un vrai problème business. Donc nous, on a démarré le développement durable, pas du tout pour des raisons humanistes, mais vraiment pour des questions de business, quoi. Mais du coup, c'est quand même très ancré chez nous. Mais on en a jamais vraiment parlé, parce qu'on n'a pas communiqué sur ça, parce qu'à l'époque, c'était pas un sujet, quoi. Les gens, ils n'en parlaient pas tellement, on ne parlait pas tellement d'impact carbone, on ne parlait pas finalement de tout ce qui était les externalités de l'entreprise. Ça commençait, mais ce n'était pas très présent. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est clé pour tout le monde. Donc, ce qu'on a fait avec le service, en fait, maintenant, on va faire la même chose, on est en train de faire la même chose, et au cœur de mes pyramides, on ne met plus le service client, mais on met le développement durable. Comment on va engager l'ensemble des collaborateurs? Comment on va les faire passer de rôle de spectateurs au rôle d'acteurs dans ce domaine-là? Et là aussi, ça va nous obliger à mettre en cohérence tout ce qu'on fait. Les boutiques, la communication, les formations. Si on veut vraiment avoir un impact sur le monde, si on veut lutter contre cette tragédie, parce que ce qui est annoncé quand même, c'est qu'en 2050, il y aura à peu près la moitié de l'arabica qui pousse sur la planète qui aura disparu. Si on veut lutter contre ça, si on veut être une entreprise quelque part qui est capable, par son leadership, de changer cette donne-là, alors il va falloir qu'on respire ça dans l'ensemble de l'entreprise. Et là, on est en train de faire ça et on prend brique par brique. Et on discute tous ensemble. Et on essaie d'aligner toutes ces planètes pour faire en sorte qu'on puisse être dans quelque chose de cohérent. Parce que si on n'est pas cohérent, les clients s'en rendent compte, les collaborateurs s'en rendent compte, et on n'a aucune chance d'avoir de l'impact, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on cherche à avoir. On cherche à avoir un impact. Très bien. Georges Clooney, il est booké jusqu'à quand? Il continue. Là, vous allez le revoir dans pas longtemps sur les écrans. Non, avec des nouveaux épisodes. Avec des nouveaux épisodes. Non, ce qui est intéressant avec Georges Clooney aussi, c'est que... et c'est là où, quelque part, je dis, ça aussi, ça doit être de la cohérence, c'est que, vous savez, c'est un acteur qui est extrêmement engagé. Chaque année, nous, on a ce qu'on appelle un Sustainable Advisory Board, donc un board de développement durable, où on a toutes les ONG qui viennent avec nous, et lui, il est là. Et, alors, je n'étais pas au dernier, parce que c'était en Colombie, mais là, celui d'avant à New York, et il était là, et il passait la journée avec nous, donc il est assis dans une réunion, et puis il écoute les présentations, il donne son point de vue. C'est quand même assez intéressant, parce que, voilà, on a une égérie qui est derrière, qui est engagée. On a relancé de la production du café au Soudan du Sud.
On a recréé parce que le Soudan du Sud, c'est le berceau du café, à la fois pour l'Arabica et le Robusta, sauf qu'à cause de la guerre, en fait, les gens ne font plus pousser le café. Ils poussent à l'état sauvage, et c'est des variétés auxquelles on n'a plus accès. Et comme on a bénéficié d'une accalmie politique à un moment donné, et en fait, c'est grâce au contact de Georges Clooney qu'on a pu aller là-bas. Donc vraiment, je le dis, je le reconnais. Et il nous a mis en contact avec des gens là-bas, et notamment une ONG avec laquelle on travaille, et on a recréé une activité du café là-bas. Donc on a reformé des fermiers, je crois qu'on est le seul produit hors pétrole à être officiellement exporté du Soudan du Sud. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de banque, donc pour payer les gens c'est difficile. On a dû recréer des certificats d'exportation, créer la logistique pour qu'ils passent par l'Ouganda. On a recréé ça. Malheureusement pour nous, on a eu nos premières récoltes avec un café exceptionnel, mais le problème c'est que ça a repété là. Depuis pas mal de temps maintenant. Donc au départ, nos équipes faisaient des allers-retours. Après, on a continué à former les fermiers par la radio, parce qu'on peut donner ils ont la radio, on peut leur donner des formations. Et puis là, il n'y a plus rien. Donc on espère que ça va vite se calmer, puis qu'on va vite pouvoir reproposer du café du Soudan du Sud. Mais le café, encore une fois, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut, nous... on peut pas amener la paix parce qu'il faut qu'il y ait des conditions géopolitiques, mais quand les conditions géopolitiques sont réunies, c'est ce qui nous arrive en Colombie là, avec l'accord avec les FARC, où on peut réinvestir des terres dans lesquelles pousser que de la coca, et là on peut refaire pousser du café. C'est pour ça que certains sont peut-être accros à notre café. Là, en fait, nous, on investit beaucoup d'argent, et quand les fermiers en fait gagnent leur vie avec du café, et bien derrière, on peut participer quand même à une paix un peu plus durable. Donc c'est pas nous qui sommes les acteurs de la paix comme ça, mais en tous les cas, on peut y contribuer, et on voit bien que les pays dans lesquels les gens vivent correctement de leur métier, de leur agriculture, avec des écosystèmes qui fonctionnent, on peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est assez intéressant, et Clooney, il est vraiment partie prenante de ça. Bon, c'était donc un bon investissement. Il coûte cher ? Non, pas trop. Répartis sur le monde entier. Ça. Les questions explicites, et pourtant dans la tradition française du management, l'implicite sert souvent à conserver le pouvoir. Que faire des connivences, des alliances et des réseaux d'influence ? Ah, c'est vrai, on a une bonne question. Oui, tout ça existe, c'est indéniable, mais franchement, dans les entreprises, l'implicite, c'est quand même compliqué. Alors, justement, tout à l'heure, je parlais d'expertise et puis d'explicite. Pourquoi ces deux mots ensemble ? Parce que les experts, souvent, on dit que c'est les plus mauvais communicants. Mais en fait, ça sert à quoi d'être expert si je peux rien transmettre, quoi ? Franchement, mon directeur financier, il est expert en finance, mais si à chaque fois qu'il me donne un rapport, je comprends rien, c'est quand même compliqué, quoi. Donc les gens qui jargonnent et qui sont complexes, peut-être qu'ils ont le sentiment d'avoir le pouvoir, mais enfin aujourd'hui, pour faire avancer les choses, j'ai pas l'impression que c'est en gardant l'information. Est-ce qu'on peut encore garder de l'information aujourd'hui ? Donc, j'ai vraiment l'impression que... Moi, je le vois comme ça, quoi. Je pense au contraire que si on veut bien gérer ses équipes, si on veut être dans un management qui est un management qui implique les gens, qui est dans l'engagement, dans le coaching, il faut être extrêmement explicite. Il faut que les gens s'habituent à parler de manière explicite. On ne peut pas continuer à perdre du temps parce qu'on n'a pas compris les consignes. Le nombre de fois où vous donnez des consignes à quelqu'un, il part et puis il revient avec un truc et puis c'est payé tout ça. Et vous dites, non, mais t'as rien compris, quoi. Et lui, vous êtes mal exprimé, lui, il prend pas l'habitude de vous questionner en disant, j'ai pas bien compris, je veux être sûr. On perd un temps considérable, quoi. Donc, non, l'explicite avec les clients, avec tout le monde, enfin, on a tous à gagner, quoi, franchement. Et les mauvais managers, en fait, parce qu'il y en a encore dans les entreprises. Et pas ici. Mais chez nous, on en a encore. Et on les détecte très vite maintenant. Parce qu'avant, le manager, en fait, il était dans la toute-puissance. Voilà. Et puis ça allait à tout le monde. Le manager, c'est un leader charismatique, il décide, il est dans la toute-puissance, il nous dit... Parfois, les gens souffraient de ça, mais ils reconnaissaient quand même des qualités. Moi, je le vois de moins en moins, ça. Quand dans mon entreprise, j'ai un manager qui est dans la toute-puissance, à son niveau, dans son département, quand il n'est pas dans l'explicite, quand il n'est pas dans le partage, quand il n'est pas dans la création d'expériences positives, il est très très vite repéré et il ne peut pas rester. Alors peut-être parce qu'on a créé une culture forte, mais franchement, c'est très dur aujourd'hui chez Nespresso de tenir dans la durée quand on est un manager qui est un manager qui est dans la toute-puissance. Alors, une autre question. L'expérience client, c'est créer du souvenir pour toucher le client et son émotion. C'est la clé de la fidélisation. Un moyen pour booster sa recommandation ? What else ? Un moyen pour booster la recommandation des clients ? C'est ça ? L'expérience client, c'est créer du souvenir pour toucher lui.
Oui, c'est la clé de la fidélisation. Enfin, c'est une des clés de la fidélisation. Encore une fois, si vous avez un produit qui est pas bon, le service, ça suffira pas. Encore une fois, l'idée, c'est d'être dans une forme de cohérence, mais c'est d'avoir de la même exigence, en fait. Nous, la chance qu'on a avec Nespresso, c'est qu'on maîtrise vraiment notre chaîne de valeur de la cerise de café, comme on dit, puisqu'on travaille en direct avec 75 000 caféiculteurs, et puis on maîtrise toute la distribution, les machines, enfin, jusqu'à la fin, même... on disait avant de la cerise de café jusqu'à la tasse, mais maintenant il y a aussi le recyclage, la réparation des machines. Donc on étend notre chaîne de valeur en prenant en compte toutes les externalités. Et c'est le fait d'être performant sur tout ça en même temps. Souvent, en fait, quand je mets ma chaîne de valeur Nespresso, je la mets comme des touches de piano, en fait, les unes à côté des autres. Donc la production, le design, etc. Et en fait, c'est comme si c'est comme un piano. Et quand on innove dans toute la chaîne de valeur, c'est un peu comme si on avait le droit de jouer à deux mains sur toutes les gammes et on joue une musique plus belle que si on n'est que sur un bout. Maintenant, donc c'est plutôt ça qui crée un effet de halo global. C'est la cohérence dans l'ambition qu'on met dans toutes les parties de sa chaîne de valeur. Après, non, la fidélisation, c'est clé, mais vraiment, sur l'expérience client en tant que telle, je veux vraiment revenir sur le fonctionnel et l'émotionnel. Là, on va lancer un programme de fidélité, donc c'est pour ça que j'en profite pour rebondir sur ça dans quelques semaines. Et on travaille vraiment sur ça. On reprend cette pyramide et on dit, OK, fonctionnellement, le client, s'il est fidèle, il va avoir des avantages, mais c'est quoi la création de valeur ajoutée émotionnelle et relationnelle? Est-ce qu'il y a un marqueur d'innovation? Est-ce qu'il y a un marqueur de changement dans la partie émotionnelle? Et il n'y a que si on arrive à faire les deux qu'on va créer quelque chose de beau, quoi. Sinon, si on est juste dans une liste d'avantages, ou si on est dans l'émotionnel pur, mais qu'il n'y a pas la partie fonctionnelle, eh ben, ça sera quelque chose de bancal. Donc c'est vraiment d'englober tout ça qui peut créer de la valeur. Est-ce que vous êtes addict à Nespresso? Depuis 23 ans, ouais, je suis addict. Et au café? Et au café, oui. Vous limitez? Ouais. Non, je limite. Moi, j'en bois surtout le matin, en fait. Moi, je bois plutôt des... alors, j'en profite pour faire de la pub. Moi, je bois plutôt des grandes tasses. Alors, le Nespresso, il a réinventé l'expresso, alors que moi, je bois plutôt des cafés longs, quoi. Donc, et là, on a lancé un nouveau système d'extraction. On a travaillé 10 ans sur ça, parce que on cherche toujours à s'améliorer, en fait, en matière de café. Et on a créé une machine en fait, qui n'utilise plus les techniques traditionnelles du café, c'est-à-dire la percolation, c'est le filtre, ou l'expresso, qui est l'extraction du café sous pression. Mais on a inventé des nouvelles capsules qui tournent en fait, sur elles-mêmes à l'intérieur d'une machine, et on utilise l'eau avec de la force centrifuge. Et ça nous permet de gérer beaucoup plus de paramètres. Ça nous permet de gérer... donc là, imaginez, vous avez une capsule avec un code barre, vous mettez votre capsule, la capsule tourne, le code barre, en fait, c'est la recette. On lit le code barre, et à partir de là, on sait quelle taille de café, quelle température, c'est un paramètre qu'on ne pouvait pas avoir avant, on change la température d'extraction du café, quelle vitesse de rotation de la capsule sur elle-même, et quel temps d'infusion. Et ça nous permet de faire, avec une seule machine, des expressos, des doubles expressos, des lungos, des mugs, on fait des cafés maintenant en 400 millilitres, donc vraiment, vous pouvez remplir votre travel mug, mais avec de la mousse, avec de la créma, comme on avait sur l'expresso. Donc quand on le fait sur des mugs transparents, on a l'impression d'avoir une Guinness, ce qui peut être intéressant. Si quelqu'un vous dit « Ah, tu bois encore une Guinness le matin quand même », non, on dit « Non, ça... » Prochaine étape, ce sera de deviner le désir de celui ou celle qui s'approche de la machine. Oui, tout ça. La formation. Ouais, non, ça on peut faire effectivement, et il faudra que on commence à avoir des machines connectées. Il faut qu'on soit dans cette horizontalité, discuter avec les clients, voir de quoi ils ont besoin, etc. Mais je voudrais finir. Donc, la symétrie des attentions, encore une fois, c'est ça. Donc c'est vraiment faire travailler le client avec nous, qui sente qu'il fait partie un peu de la famille quelque part. Je dis pas du tout qu'on y est, mais c'est la volonté dans laquelle on veut aller. Le mettre au cœur. Ouais. Mais les collaborateurs, c'est tellement important, quoi. C'est tellement important de se réoccuper des collaborateurs, de se dire mais est-ce que cette personne que j'ai croisée ce matin dans l'ascenseur, est-ce qu'elle est dans les meilleures conditions de performance? Est-ce que vraiment elle a le sentiment que nous tous, on est à son service pour qu'elle soit au service du client? Et je pense qu'on ne le fait pas assez, et moi j'essaie de le faire, mais je ne le fais pas encore assez, et toujours avoir ce sujet-là en débat dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais le mettre en débat, quoi, permanent, se reposer cette question-là, franchement. Ce matin, parce que j'étais là, donc je suis parti un tout petit peu avant la fin des conférences, que je voulais aller voir les gens de ma boutique à Nantes, et c'est ce que je leur ai dit, je discutais avec eux, je leur ai dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce qui vous manque, où est-ce que vous voyez des incohérences, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir faire le maximum, et c'est la discussion que j'ai eue pendant 1h30 ce matin avec eux, et pas autre chose, quoi. Parce que c'est à ça que je sers, moi, juste à faire en sorte qu'ils puissent jouer leur meilleure partition. C'était un plaisir, un privilège de vous avoir. Merci beaucoup, Arnaud Deschamps. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Avec plaisir.